press 7, 8 knots. Ça prend pas de temps au bonsoir, devant votre train, il 0 gauche, attendez. Eh bien, bonsoir, Conseil, bonsoir, de temps Air France, en 2 ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Share Flight already 401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la zone aéro, mercredi soir, salut Nico. Ah oui, c'est là. Bonsoir à tous, qu'est-ce que t'as perdu? J'ai rien perdu du tout. Ah pardon, je sais pas si tu regardais là, mais... Non, c'était, je vérifiais mon micro. D'accord. Bonsoir Seb, bonsoir Nico, bienvenue à toutes et tous. Vous êtes Ah, déjà... Salut, le chat Polo. maintenant, il commence Fred. même de parler pendant la musique d'attente. C'est bien. Ouais, c'est bien, vous pouvez discuter Avant, entre il vous, fallait hein. attendre la fin de l'émission, mais là, on s'approche Voilà, du discutez début, les c'est cool. gars, si on vous dérange, vous le dites. Hein. Allez, bonsoir à MMG7F qui est là, Jurden, notre ami Jurden, avec notre autre modérateur, FreeFlight30 qui est ici, Skyflyer Aviation, Adèle qui est là, Gold. et sa chaîne dédiée à la simulation. Fred le bourguignon, il est là de retour. Salut Fred. Et un nouvel arrivant, J-Charlie76, bienvenue, installe-toi, bienvenue dans la zone aéro. Aviateur 59, 0K, Finger Gold, Natabouille, ils sont tous là. Natabouille. Ils sont tous là. Bienvenue Voilà. les amis. Allez les enfants, en rang par deux, on va rentrer en classe. Bon, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission. Bonsoir J-Charlie, première fois dans le chat, bravo. Donc une émission où on va s'envoler outre-Atlantique aujourd'hui. C'est le programme qu'on vous propose Alors, ce soir. je t'ai dit, je vais essayer de faire l'accent. Ah bah Mais- vas-y. Mais non, mais Trop tard. souvent ça dévie sur Ah. l'accent belge. Là. Ah oui, non, bah, alors, on n'est pas du même côté alors. Ah oui. Attendez, j'arrange mon Ah ben cartable. non, t'as bien oui, hâte. voilà. Donc, merci aussi aux nouveaux follow qui sont arrivés cette semaine. Je pense à Conix, je pense à Air France Virtuelle, qui est une... alors, je ne sais pas si c'est une nouvelle chaîne, mais c'est une chaîne dédiée à la compagnie virtuelle Air France avec de la stimulation. Et il y a Kémy dans la team de Air France D'accord. Virtuelle. Ah bah oui. Kémy, Ah bah, qu'on c'est a ça. vu il y a à peu près un an. Ah bah oui, Remontez Kémy. dans les replays, vous verrez, c'est Alors, un des premiers il invités. est instructeur là dans cette compagnie là. Je crois. C'est Il quelque y a ce chose qu'il comme faut, ça. hein, il y a ce qu'il faut les pauvres. Ouais, bah oui, bah Kémy. La petite potière Camisard Octave LC et J-Charlie76 qui vient d'arriver. Donc soyez les bienvenus. Ils sont là déjà depuis un certain temps. Bah, merci pour la précision. En tout cas, ils sont tout nouveaux followers sur la chaîne de la zone et ça nous fait bien plaisir. Alors, je vous rappelle que vous pouvez promouvoir la chaîne. N'hésitez pas à le faire. Hein. C'est d'ailleurs par vous que se fait la promotion de la zone aéro. Pour ce faire, ben, vous pouvez partager sur vos profils les replays, vous pouvez partager les liens, vous pouvez partager le Discord sur lequel on se retrouve pendant toute la semaine. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis vous pouvez également prendre des subs gratuitement si vous êtes abonné avec Amazon Prime. Et je vous mets le lien dans le chat, ça apparaît. Vous suivez la petite procédure et si vous avez un compte Prime, eh ben, c'est gratuit pour vous. Et nous, ça nous fait un abonnement. Et sinon, vous cliquez en dessous là, ça doit être ouais, par ici en dessous là. Vous avez le bouton abonner et voilà, pour 2 cafés par mois, vous soutenez la zone aéro et vous contribuez à son développement et à la mise en place de nouveaux reportages et donc c'est plutôt sympa. Voilà, et ça vous fera moins de caféine. Et ça fera moins de caféine dans le sang, tout Voilà, à c'est fait. bon pour la santé. Pensez à vos médicaments les amis. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? Les subs, on en a parlé. Ah oui, Ouais. si, la pub. Vous avez de la pub qui passe. Quand vous n'êtes pas abonné, vous avez de la pub qui se déclenche pendant 1 minute 30 pendant le live. Je ne sais pas quand exactement d'ailleurs. Mais voilà, donc on vous invite à rester. Ou si vous voulez pas de pub, vous prenez un sub. Les subs n'ont pas de publicité. Voilà. On a fait le tour. Oui, oui. Bonjour. Concernant le programme à venir, d'ici la fin du mois, donc il va nous rester 2 émissions. La semaine prochaine, on parlera altimétrie. Altimétrie. Ça fait quelques semaines qu'on l'annonce, c'est la semaine prochaine. Attention à ceux qui ont le vertige. Voilà, altimétrie avec Nico et il y aura également Cédric qui devrait participer à l'émission de la semaine prochaine. On sera 3, donc voilà. C'est la semaine prochaine, altimétrie le 22 et le 29. Je vous montrerai des altimètres d'époque. Ah pourquoi pas, très bien. Le 29, Maxime Garcia qu'on retrouvera qui est le fondateur de Spotter et on parlera photographie aérienne
matériel, Je voilà, pense qu'il y vous aura pourrez des me belles poser toutes photos les aussi, questions. à voir. Oui, oui, Par il nous a rapport déjà à- envoyé... Rémi, voilà, qui donc nous avait voilà. fait des belles photos là l'autre jour. Ah bah oui, bah Rémi. Et d'ailleurs, si vous voulez revoir l'émission avec Rémi Michelin, oui, c'est en n'hésitez ligne, pas, hein. n'hésitez pas à le faire. Vous allez voir des Il y a le photos en replay. exclu Oui, il y a des de photos son en prochain exclu. album sur la Patrouille de France. Donc, Exact. N'hésitez pas à revoir l'émission. Et c'est une belle émission. Ouais. Très sympa, Très la semaine intéressant. dernière. Et Rinart qui prend un abonnement. Merci à toi. Bonsoir la zone. Bonsoir à toi. Et bienvenue. Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on dépose le plan de vol de l'émission de ce soir. Allez, C'est parti. c'est nouveau ça? Ouais, mais il faut que... Pas de touche. Alors, à terme, ça va tourner, il y aura de la lumière derrière. Et bienvenue Datal qui nous rejoint, soit le bienvenu dans la zone aéro. Alors, hop, le plan de vol, on l'affiche. Actualité du terminal dans quelques instants. 4 petites news à vous partager ce soir. J'en ai mis 5, mais j'ai pas retrouvé la vidéo, on en parlera. Voilà, ensuite, on l'a dit, hein, on va s'envoler avec Yacine et Jérôme du côté du Canada. Et on va vous les présenter dans quelques minutes. Mais avant toute chose, alors évidemment, il y aura la séquence fort aux questions remises de gaz. Mais on va parler actu, comme d'habitude, dans la zone aéro, avec la première séquence, l'actualité du terminal. Je regarde comment tu fais. Non mais tu vas voir, voilà, actualité du terminal. C'est parce que j'ai appuyé sur les deux boutons. C'est ballot, hein. C'est ballot. Alors hop, on met la caméra Voilà. ici et c'est parti, on va essayer de faire vite. Première petite news, et Robinou, 2689 qui arrive. Coucou. Déroutement. Ouais, oula, sur nous dit Montpellier. MMG7F, ouais, c'est normal, mais voilà, c'est bon, c'est rectifié. Déroutement sur Montpellier. Alors, figurez-vous, c'est un petit fait divers qui s'est passé la semaine dernière, vendredi très exactement, puisque c'est un véritable calvaire, dixit les passagers du vol, d'un vol Air France en Airbus 320 qui a décollé de Paris en direction de Nice. Et il y avait la tempête Larissa, et du coup, déroutement pour Montpellier. Donc Nice-Montpellier, c'est pas la porte à côté, il a fallu, je pense, organiser un petit peu le rapatriement de tous les gens. Tout simplement parce qu'il y a eu 2 approches infructueuses réalisées sur Nice, 2 remises de gaz. Effectivement, ouais. C'était l'enfer dans l'avion, a priori, d'après les témoignages qu'on a eus. Du coup, ouais. Ils ont tourné pendant 40 minutes sur Nice avant de pouvoir arriver, ils n'ont pas pu. Donc le commandant de bord a annoncé qu'il allait effectuer une 3e tentative. Et là, il y a eu des hurlements partout dans l'avion en disant bon ben, allez hop, Montpellier. Ah oui, d'accord. Ah voilà. D'accord. Et il y a des gens qui ont vomi, il y a eu des gens qui se sont évanouis. Il y en a qui ont envoyé des messages d'adieu. Ah mais c'était l'enfer dans l'avion. Oui, effectivement. Ouais. Et du coup, en fait, ils sont arrivés à Montpellier, sont posés sans souci à Montpellier. Oh, ces pauvres gens, dis donc. Et voilà. Et donc, évidemment, Air France a réagi un peu en disant non, mais attendez, tout était normal, tout était sous contrôle, les remises de gaz, ça arrive. Voilà. Et effectivement, dès lors que l'avion est proche des limitations, on ne joue pas avec la vie des passagers, Voilà. on ne prend pas de risque. Donc, les remises de gaz, c'est quelque chose. Alors, c'est surprenant, c'est vrai. Mhm. On va pour se poser et du coup, on repart. Surtout quand ça se fait 2 fois ou 3 fois. Alors, mais c'est tout à fait normal. Ce qu'on peut expliquer, c'est que les commandants de bord, en fait, ils ont une quantité de carburant qui leur permet d'attendre Oui. que le mauvais temps passe, hein, soit voilà. Et puis de faire plusieurs essais. Mais à certains moments, il faut dire stop, on ne peut plus rien faire, il faut partir à un autre aéroport. Voilà. Donc, c'est le dégagement même, Voilà. si on pourrait dire. C'est même pas le déroutement, c'est le dégagement, si on veut être précis sur les mots. Et d'ailleurs, MMG7F qui nous dit même pas Marseille, bah non, parce qu'à Marseille, il faisait aussi pourri. Donc du coup, Montpellier. Voilà. Il y avait beaucoup de vent. Voilà, donc pour la première petite news, ça peut arriver. Hein. On enchaîne... T'imagines ce que ça devait être pour que les gens ils disent adieu à leur famille, quoi. Oui. C'était un enfer dedans. Hein. Il suffit de lire les témoignages. Hein. Les aéroports décarbonés, où est-ce que nous en sommes? On en avait parlé il y a quelques mois en arrière. Aujourd'hui, ce sont plus de 200 aéroports européens qui sont accrédités au programme environnemental d'ACI, qui veut dire Airport Carbon Accreditation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce programme-là? C'est un programme qui vise à faire diminuer l'empreinte carbone des aéroports. Il y en a 204 aujourd'hui qui font partie de ce programme et c'est une augmentation de 32% depuis 2021.
Donc ça fait 68 aéroports de plus, ce qui est plutôt pas mal. On retrouve parmi tous ces aéroports Paris-Charles de Gaulle, on retrouve London, London Heathrow, Istanbul, on a toutes les grandes capitales européennes, mais aussi des aérodromes, enfin des aéroports plutôt plus petits, comme Stuttgart, comme Farnborough ou même Montpellier, voilà, qui font partie justement de ce programme-là. Alors ce programme a 6 niveaux, il y a des classements qui sont faits. Sachez qu'à partir du niveau 3, on considère qu'il y a une neutralité au niveau impact carbone qui est équilibré, donc voilà, c'est une neutralité. Et tout ce qui est 4 et plus, donc 5 et 6, on est plutôt sur de la transformation et de la transition énergétique pour que, à terme, ces aéroports soient complètement décarbonés, soient même positifs au niveau énergie. En fait, il faut planter autant d'arbres qu'il y a d'avions qui décollent, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est sur les arbres, mais il y a de la production énergétique, de l'électricité, ce genre de choses, hein. Voilà, donc l'objectif c'est 0 CO2 d'ici 2050. Donc il reste encore un petit peu de temps pour mettre tout ça en place. Alors depuis le début du programme... Alors j'ai entendu que Ryanair, ils allaient mettre des pédaliers dans les... Et on fera baisser le prix du billet. Voilà. Mauvaise langue, hein. Donc depuis le programme, on a constaté quand même une diminution assez nette des énergies, enfin de la production de carbone par les énergies fossiles de 11,9% sur les aéroports, ce qui est plutôt pas mal, et ce qui correspond à plus de 240 tonnes de CO2 en moins. Voilà. Et Skyflyer qui nous dit « Je précise que ce n'était pas moi qui pilotais la 320 ». On n'en doutait pas. On n'en doutait pas. On en était sûr, du coup. Tout le roulage en électrique, du coup. Alors, je ne sais pas si ça fait partie des charges de l'aéroport ou des compagnies. Ou des compagnies, ouais. Bonne question. Je ne sais pas si ça rentre dans le calcul. Je ne suis pas certain que ça rentre dans le calcul de l'aéroport, moi. Mais bon. Oui, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai qu'effectivement, maintenant, il y a les moteurs électriques dans les roues. Et donc... alimentés par l'APU. Voilà. Et donc c'est plus les moteurs qui poussent l'avion, en fait. C'est les roues avec le moteur électrique intégré qui fait rouler l'avion sur le taxiway. Et l'avion met en route au dernier moment voilà, pour économiser du carburant. Voilà. Et éviter le bruit. Et, voilà. C'est sur le trafic aérien en partant, en arrivant sur l'aéroport ou juste sur le fonctionnement de l'aéroport? Alors c'est sur le fonctionnement de l'aéroport. Voilà, c'est l'impact carbone des aéroports. On continue avec, ça on l'a vu, voilà, Transavia. Un petit point sur Transavia et ses nouvelles dessertes en 2023. Alors 6 nouvelles routes d'ici l'été 2023 avec des nouveaux pays qui vont être desservis, comme l'Algérie, le Maroc, le Sénégal et la Suède. Ça, c'est les nouvelles routes qui vont ouvrir. Il y en a 2 nouvelles donc, également au départ de Bastia et de Strasbourg, avec des vols en plus depuis Marseille et depuis Nantes. Alors, le 3 mai 2023, j'ai noté quelques petites choses. Il y aura une liaison qui va faire Marseille-Dakar 1 fois par semaine, puis 2 fois par semaine en juillet et en août. Alors cette liaison, elle était assurée avant par Aigle Azur jusqu'en 2019, puis reprise par Air Sénégal jusqu'en 2021. Ensuite, il n'y a eu plus rien, et du coup, il y a Transavia qui revient pour proposer cette destination. Puis le 5 juillet... J'ai dit sympa, Dakar. Ouais. Le 5 juillet, on va partir de Corse pour aller jusqu'au Maroc, à Oujda. Et le 8 juillet, redépart de Corse pour aller en Suède, à Göteborg. Donc vous voyez, là, nord-sud, hein. Il y aura également de nouvelles lignes aussi de Nantes jusqu'à Constantine, 2 fois par semaine, et également de Strasbourg jusqu'à Alger, 2 fois par semaine. Donc ça, c'est les nouvelles lignes proposées par Transavia. Et en 2023, Transavia va proposer 196 lignes, c'est 2 fois plus qu'en 2019. Donc grosse expansion du côté de la compagnie Transavia. Il y en a un qui a l'air d'être intéressé là. Figari ou Calvi? Non, c'est Bastia. Bastia ou Ajaccio? Bastia. C'est Bastia. Voilà. Et enfin, dernière petite news historique, un peu plus historique. Nous sommes le 15, comme d'habitude, le 15 mars 1951. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier vol expérimental du SO-30R Néné. Alors, qu'est-ce que c'est que cet avion? C'est un avion expérimental, civil, qui était donc destiné au transport public de passagers. Vous voyez les photos en vol, au roulage sur le côté, et vous avez son pilote d'essai qui est en dessous. Donc, cet avion qui pouvait transporter 43 passagers,
disposait de 2 moteurs Hispano-Suiza Néné, d'où le nom de Néné. Alors Néné, c'est un moteur, donc c'est l'un des premiers moteurs à réaction qui a été inventé par Frank Whistle, un Anglais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a équipé les Météores. Et voilà, donc c'était un compresseur centrifuge, avec une tuyère derrière, et il s'appelait le Néné, qui a été copié aussi par les soviétiques, qui a équipé les MiG-15, MiG-17, etc., etc. Voilà. Et vous voyez d'ailleurs, on voit les entrées d'air de chaque côté là, avec des réacteurs qui étaient bien en avant. Des réservoirs pendulaires de chaque côté, on les voit, hein, les petits bidons là. Et puis qui disposaient d'un train d'atterrissage renforcé parce qu'il était quand même plus lourd que l'avion qui a été, qui a inspiré justement cet avion-là. C'était le S-30P Bretagne, qui était à peu près le même, un petit peu différent, mais équipé de moteurs à piston. SO, c'est Sud-Ouest Aviation. Oui. Alors, concernant l'équipage, il y avait un équipage de 4 personnes à bord. Donc, on a parlé du pilote d'essai qui est Charles Goujon. Donc, le vol a eu lieu à Villacoublay. Et Charles Goujon est accompagné de 2 personnes, 2 pilotes, et mécanos et radio avec lui, Armand Rimbaud et Paul Floury. Et il y avait 2 ingénieurs également, Jean Yvetot et André Perrard. Donc, ils étaient 5 à bord de l'avion. Voilà. Pour faire ce fameux vol d'essai. Le 15 mars 1951, je vous laisse calculer. Ça commence de faire. Sympa. Alors, c'est vrai qu'il a l'air pâteau là, sur ses roues, là, mais en vol, je trouve qu'il a une belle ligne. Ouais, t'es chouette. Voilà pour l'actualité du terminal de ce soir. Robinou, Transavia en force, bah oui. Ouais. Je reviens un peu sur ce truc-là, c'est que dans les années 50, comme ça, la guerre elle est finie depuis 6 ans. C'était un redémarrage de l'industrie aéronautique française, quoi. Oui, Sud-Ouest Aviation était un fer de lance. Ok, eh bien écoutez les amis, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Allez. On vous a parlé de Canada, et ben on va partir. Mettez la doudoune. Presque au Canada. À chaque on va fois. retrouver nos invités du soir. Yanis et Jérôme, c'est tout de suite. Et on est parti pour la séquence Tarmac et Taxiway. Hop, séquence Tarmac et Taxiway avec nos invités du jour qu'on récupère tout de suite. Hop, je le passe en mode antenne. Voilà, et on va incruster également Jérôme qui est là. Bonsoir les amis. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Je veux dire. Bonsoir Yacine et bonsoir Jérôme qui est dans cette petite fenêtre. Voilà, tu fais les présentations. Yacine, Jérôme qui est hop, là, ici, là. Hop, alors Jérôme, c'est bonjour plutôt. Ouais, beaucoup, je pense. Ah, il est quoi? Il est quasiment 3 heures là ici. Voilà, parce que là, voilà, il est l'après-midi. Vous voyez, faut que je fasse ça. Entre les deux qui sont là, il y a l'Atlantique. Ouais. Voilà. Voilà, pour faire simple. Voilà. Jérôme est au Canada en direct. Bon, parfait. Merci à vous. On n'entend pas très bien Yacine. Alors, est-ce que c'est mieux maintenant? Je ne sais pas si on peut voir le micro. HF1. Alors attends, est-ce qu'il est bien allumé? Ouais. Il est bien allumé. Bah, normalement. Allez-y, je vous laisse commencer. Moi, je vais régler le problème. alors Yacine, ouais. 1 minute pour te présenter. Alors, de où tu viens, d'où vient ta passion, etc. Vas-y. Comme disait, moi je suis Yacine, je viens de Nîmes. On est ici à Nîmes dans le Gard. Donc, j'ai commencé en aviation en 2011 à l'aéroclub de Nîmes, auquel j'ai fait commencer mon PPL, mon brevet de base. Et j'ai eu mon PPL à l'âge de 17 ans, j'ai fini ça à l'aéroclub de Camargue, où j'ai eu un peu différents aéroclubs entre temps. Après le bac, je suis rentré à l'ENAC pour faire une formation qui s'appelle TAE, qui existe encore maintenant, mais à l'époque ça se faisait en apprentissage, en alternance. Et je suis rentré chez Transavia justement. Je travaillais chez Transavia pendant à peu près 2 ans, j'étais aux opérations chez eux, j'ai pas mal appris le métier de dispatcher et tout ça. À l'issue, j'ai évidemment toujours voulu être pilote, donc j'avais un gros désir d'avoir une grosse expérience, donc je suis parti au Canada, à Winnipeg, où Jérôme est en ce moment, et on a tous les deux fait la même école, et j'ai gravi les échelons, j'ai fait ma formation, j'ai été instructeur, j'ai volé dans le Nord sur plusieurs turboprops, j'ai volé sur jet privé en aviation d'affaires, et maintenant je vole je commence la formation pour voler sur A321 et A330 chez Air Transat au Canada, donc voilà. Bon, très bien, beau parcours. Hein. Ouais, gros. Ouais. Commencer ici, là, c'est à combien d'ici à vol d'oiseau là? Ça va pas loin. C'est à 5 km. Voilà. Et pour se retrouver là-bas, donc à plus de 5 km. Ouais, non. 5 sur 5 leçons. 5 sur 5.
Encore un peu plus et c'était top. Vous parlez du son, ça, les amis? Oui? Non? Encore un peu plus et ce serait top. Ok. On va continuer de régler les choses. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Et on va retrouver également Jérôme. On va lui proposer le Allez, même pareil, petit Jérôme, exercice. petite présentation, 1 minute de présentation. D'accord. Moi, je m'appelle Jérôme. Également, je viens de Nîmes, comme Yacine. Donc, beaucoup de choses qui sont similaires entre Yacine et moi. La différence, c'est qu'ici, enfin en France, pardon, j'ai fait un BTS, une licence. Moi, j'étais plus dans l'industrie, fabriquer des pièces, ce genre de choses. D'accord. J'ai fait ça, et puis ensuite, je suis parti au Canada, un tout petit peu avant Yacine, mais vraiment, c'est quasiment la même chose. On a fait la même école, Arzer à Winnipeg. Et puis après ça, moi, j'ai pas fait instructeur, je suis plutôt passé directement dans une petite moyenne compagnie qui fait du charter, qui fait du Medevac dans le Nord. J'ai fait ça pendant presque 5 ans, et ensuite j'ai arrêté de voler, et puis là maintenant je fais dans les opérations dans une plus grosse compagnie qui vole dans l'Arctique cette fois-ci, donc au pôle Nord là-haut, Oula. dans tous ces coins un peu perdus, Ouais. sur des ATR, voilà. D'accord. D'accord. Et en France, tu es originaire de... Nîmes, comme Yacine, pareil, Ah, j'ai fait d'accord. l'aéroclub Des du niveaux Gard. en force. Ah bah voilà. Eh oui. Comme quoi, vous voyez, les amis, on peut se projeter partout. D'accord. Merci Jérôme pour cette présentation. Est-ce que c'est bon, les amis, pour le son? Là, on a fait quelques petits réglages. Normalement, ça devrait être pas mal. Ouais, on peut essayer, je pense que... Ouais, Ouais, je pense que ça devrait être ça a l'air bien. un peu mieux. Alors, tu vois, il y a Paolo là qui est en train de faire l'émission à notre place. Voilà. Ben, alors, on va l'afficher directement, la question d'Aviateur 59, comme ça, on la verra à l'écran. Et c'est la première question qui est très logique. Pourquoi partir au Canada? L'espace, le coût de la formation, pourquoi? Je pense que Jérôme et moi, on avait un peu la même idée pour partir au Canada, ce qui fait qu'on voulait avoir un parcours une carrière différente en fait. Rester en Europe, ça te permet d'accéder directement à un Airbus ou à un Boeing, directement en sortie d'école, mais au Canada, c'est plus l'aspect parcours qui est mis en valeur. Ouais. Donc commencer sur des petites machines, commencer à faire de l'instruction par exemple, ou travailler pour une petite compagnie, puis ensuite passer copilote sur un turboprop ou un avion à piston. Et au fur et à mesure, monter les heures de vol. Et après un certain nombre d'heures de vol, être embauché par des grosses compagnies régionales ou des compagnies qui font l'international. Au Canada, généralement, les compagnies n'embauchent pas de pilotes, par exemple sur Airbus ou sur Boeing, avec au moins 1500-2000 heures de vol. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'avais aussi un gros désir de déménager en Amérique du Nord, d'être dépaysé. Je suis parti au Canada assez jeune, j'avais 20 ans, donc j'avais vraiment ce désir de partir. Climat, Nîmes, Canada, ça doit, Oui, ça doit piquer un peu. Hein. Ouais, non, c'était une grosse aventure et non, aucun regret. Et niveau la question parlait du coût aussi, le coût, surtout à l'époque quand on faisait le taux de change, la conversion du taux de change, c'était quand même plus avantageux de faire une formation au Canada. Mais il y a aussi l'aspect immigration à prendre en compte évidemment, parce que je pense que ça vaut pas le coup de se former et puis de revenir directement. Financièrement, je pense que ça revient au même. C'est mieux d'en faire un projet plutôt que de se former tout simplement, je pense. Ouais, de rester là-bas un peu plus longtemps, Oui. et puis d'accord. Ouais. Et la philosophie sur place aussi, c'est aussi de garder un peu les francophones qui viennent Alors, sur place. en Ou fait, c'est plus d'actualité. ça dépend des provinces. On a immigré au Manitoba. Le Manitoba cherche beaucoup de francophones. C'est la province qui parle le plus français Ouais. en dehors du Québec. Donc je sais que pour les gens qui parlent français, ils ont des parcours, comment dire, des facilités pour l'immigration. Donc ça aide évidemment. Et il y a beaucoup d'aide maintenant en gros pour pouvoir pour devenir résident permanent une fois qu'on a fini sa formation au Canada. Ouais. Alors ça, c'est un bon tuyau pour ceux qui pensent avoir des difficultés en anglais, Ouais. qui aimeraient un peu voler là-bas, on va dire en Amérique du Nord. C'est de partir au Québec en fait. Hein. Oui, le Québec aide forcément pour avoir ce confort en termes de langue, mais une fois arrivé au stade d'arriver pour une grosse compagnie aérienne, l'anglais est obligatoire, donc Ouais, je pense que après, c'est un peu comme en France aussi. Hein, c'est ça. Il faut, ouais, une maîtrise de l'anglais. Ouais. exactement. Et Jérôme, même chose? Plus ou moins, oui. C'est-à-dire que moi, comme Yacine l'a dit, j'ai toujours voulu un peu vivre en Amérique du Nord. Ça a toujours été quelque chose qui m'attirait. Et quand il a fallu... Au début, moi, je voulais être pilote militaire en France. Voilà. Donc ça, c'était mon rêve. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Je suis parti dans d'autres voies et ça s'est pas jamais fait. Et moi, j'aimais bien tout ce qui était... de voir des avions se poser sur des pistes en gravier, en sable, ce genre de choses, moi ça m'a toujours intéressé. Et évidemment, l'un des pays où on peut faire ça, c'est ici.
Donc c'est l'une des raisons. Et puis après, effectivement, l'aspect financier est primordial, hein, puisque bon, le Canada, oui, comme Yacine le disait, quand nous sommes partis, c'était 1 euro, c'était $1,50. Donc ça fait une sacrée différence à la fin en termes de prix de formation. C'est quasiment 2 fois moins cher, globalement. Et puis le parcours, évidemment, voilà, beaucoup plus progressif, où l'accès à l'emploi en tant que pilote est plus facile, je dirais, en termes il y a plus de petits opérateurs qui peuvent commencer à te lancer ta carrière dans le pilotage. Mais ça a un coût. En termes de temps, tu pas forcément accéder à un cockpit directement, il faut commencer et puis travailler au sol peut-être, ou l'instruction, voilà. Donc c'est un peu plus, le début est un peu plus flou, mais il y a des opportunités. C'est plus facile de démarrer, mais voilà, si on adore les gros jets, les Boeing, les Airbus, etc., au début, c'est pas ça du tout, hein. Au début, ça va être, par exemple, Yacine, instructeur sur des petits 152. Moi, j'ai commencé sur du Navarro, qui est déjà un peu plus gros, mais c'est un bimoteur à piston. Ça n'a rien de très, c'est pas aussi imposant ou je ne sais qu'un Airbus, ce genre de choses, mais ça apporte une autre dimension au métier, une dimension, je pense, qui n'existe plus en Europe, malheureusement, avec cette aviation-là. Un peu d'aventure, voilà. En fait, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que effectivement, en France, en Europe, quand tu sors d'une école professionnelle, tu sors avec une qualif, de 150 heures de vol, quoi. Et puis, effectivement, tu peux intégrer directement une grosse compagnie, une major, comme on dit, hein. On dépose un CV dans les grandes compagnies, et puis après, on est pilote, copilote sur Airbus directement, quoi. Tandis qu'au Canada, comme aux États-Unis, c'est ça, hein, faut 1500 heures, c'est ça, tu m'as dit tout à l'heure. 1500 heures, ouais. Il faut avoir 1500 heures avant de pouvoir prétendre à intégrer une compagnie aérienne majeure, on dit. Ouais. Hein, et donc, et au niveau philosophie, à votre avis, ça change complètement, ça redistribue les cartes? En termes du métier de pilote de ligne, pas mal, oui, dans le sens où maintenant le marché change beaucoup, hein, faut dire, faut aussi, je pense que Jérôme remarque la même chose aussi, c'est qu'à l'époque, quand je dis à l'époque, c'était il y a 5-10 ans, il fallait 5, 6, peut-être 10 000 heures de vol pour rentrer chez Air Canada. Maintenant, Air Canada embauche des gens à 2500, 3000 heures de vol. Donc le marché a vraiment bien changé. À l'époque, c'était des parcours vraiment de gens qui avaient volé partout dans le Canada, qui avaient fait 5-6 ans dans des compagnies dans le Nord. Maintenant, c'est beaucoup plus accentué sur des gens qui avaient de l'expérience en régional, par exemple. Des gens qui sortent de formation, qui ont quelques heures, qui ont une première expérience dans une petite compagnie aérienne. Ces gens-là vont être pris par Air Canada. Donc ça a beaucoup changé. La philosophie en soi du métier, je pense qu'elle est assez similaire globalement au Canada. Ça reste le même métier, pour se dire ça. Donc ouais, je pense que c'est assez similaire. Juste des conditions d'accès qui sont différentes. Ouais. D'accord. Donc en sortant d'école, donc toi par exemple, tu as fait de l'instruction. Oui, c'est ça. D'accord. Pour monter, donc tu as fait l'instruction jusqu'à tes 1500 heures Non, j'ai fait de l'instruction jusqu'à 800 heures. J'ai gardé mes qualifications d'instructeur à jour, mais à 800 heures, je suis rentré pour une compagnie aérienne qui faisait de l'air ambulance, comme du medevac. D'accord. Jérôme a fait ça également. Donc ce qui se passe, c'est que les distances au Canada sont tellement grandes qu'il y a beaucoup de réserves dans le nord. Les Amérindiens n'ont pas d'accès en fait aux grosses villes. Et à chaque fois qu'ils tombent malades ou quoi que ce soit, ils ont besoin d'un vol pour descendre vers l'aéroport le plus proche. Vers l'hôpital le plus proche, pardon. Et je suis rentré sur King Air en tant que copilote à 800 heures. Et je suis passé commandant de bord à 1300, 1400 heures. À ce moment-là, j'ai fait mon ATPL aussi. Combien de temps à peu près entre les deux? Pour leur donner un ordre d'idée par rapport 6 mois à peu près. 6 mois? Ah ouais, ça va vite quand même. Ah ouais, donc là, ça enquille quand même. Ouais, je volais 80, 90 heures par mois quand même. Parfois 100 heures même, parce qu'on volait beaucoup, ouais. Et donc, mais c'était une très très bonne expérience. Puis c'était juste avant le Covid, donc ça a pas mal aidé aussi. Ouais. Le timing a bien aidé. Donc j'ai fait ça, j'étais commandant de bord sur King Air, et ensuite je suis passé commandant de bord sur MU2, donc qui a aussi un turboprop qui n'est pas très courant en Europe, qui est plus courant nulle part ailleurs. Tiens.
ce qu'on a au camion. Ouais, c'est construit par Mitsubishi, c'est un avion qui est assez... Jérôme a volé un avion qui s'appelle le Metroliner, donc c'est un peu le même genre d'avion qui sont un peu casse-gueule, entre guillemets, par rapport au King Air. Les avions casse-gueule, ouais. Attends, tu vas faire peur aux gens là. Non, c'est juste différent, donc ça a une allure différente, c'est aile haute, c'est un avion... Ça a pas comme petit avion là. Dire, C'est de construction canadienne? Non, c'est japonais. C'est japonais, C'est d'accord. construit par... japonais. Bah Alors oui, attendez, tu l'as hein, dit, je vous Mitsubishi, l'affiche. hein, ça que tu dis. C'est exactement ça, Mitsubishi, ouais. Hop, voilà. Ça marche ou pas? Non, évidemment. C'était trop beau, c'était trop beau. Non, bougez pas, regardez, ça va marcher. Hop, je vais faire ça. Et on fait ça, voilà. Voilà. Mm-mm. Là, vous le voyez. Voilà, ça c'est le MU2 et Il y a combien de places là-dedans? on a 6 places à 6 l'arrière. places Ouais. Donc l'avion était configuré en air ambulance, donc en fait parmi ces 6 places, il y en avait 3 qui étaient enlevées pour mettre un lit de civière en fait. Mhm. Donc en fait on chargeait des civières à l'arrière et Ouais. il y avait 3 sièges à l'intérieur en plus, 2 pour des passagers et 1 pour un ambulancier ou une infirmière. Ou un D'accord. infirmier à l'arrière. Donc voilà, et à l'issue de ça, j'ai fait à peu près 2500 heures de vol sur King Air et sur MU2. Et je suis rentré chez une compagnie qui s'appelle Airsprint qui fait de l'aviation d'affaires dans le Canada. Et c'est du fractionnel, donc c'est un modèle où plusieurs propriétaires ont des parts dans l'avion, Ouais. comme NetJet. D'accord, ouais. Si les gens Comme connaissent NetJet, pas. comme Jetfly aussi, je crois. Jetfly, qu'ils exactement font aussi, pareil. Et je volais sur Citation CJ3+, et c'était des vols dans tout le Canada, l'Amérique du Nord, les États-Unis en gros, et le Mexique. Et maintenant, ouais, j'en suis arrivé. Donc ça a pris tout ce montant-là, en fait, presque 6 ans pour arriver à un stade où j'arrive dans une compagnie aérienne comme Air Transat maintenant sur Airbus. Donc voilà. D'accord. Et toi, Jérôme, j'attends que tu cherches le bouton. Oui, mais il suffit de le demander, Nico. Voilà. Voilà, donc Jérôme, toi, t'as pas fait d'instruction, hein, c'est ça? Pour aller jusqu'à Non, pas du 1500 heures. Qu'est-ce que tu as fait Non, du coup, alors, pour monter tes heures? Moi, j'ai fait. Donc, il faut savoir que la formation au Canada, c'est un modèle C'est OACI. celui que je voulais, d'ailleurs. Donc, C'est c'est pas un modèle EASA, c'est pas parce qu'il faut savoir qu'il y a l'EASA, donc qui est en Europe, Ouais. qui gère la réglementation pour que ce soit les avions, les contrôleurs, enfin tout est géré par l'EASA. Aux États-Unis, c'est la FAA, donc l'aviation fédérale américaine, et tout le reste du monde, c'est l'OACI. Et ou peut-être les Russes et les Chinois qui sont un peu différents, mais globalement le reste D'accord, ouais. du monde est OACI. Et donc la formation est un petit peu différente. Donc le début est identique, mais après ça diverge. Donc moi je suis arrivé au Canada avec un PPL EASA. Donc quand vous arrivez avec déjà une licence européenne ou peu importe, vous allez être autorisé à voler avec votre licence que vous avez donc au EASA par exemple pendant 1 an. Voilà, vous avez ça pendant 1 an et pendant ce temps-là, ça vous permet de faire vos heures, de monter après une licence pilote commercial, un CPL, et continuer votre training comme ça. Et donc c'est la licence commerciale. Ensuite, vous passez votre multimoteur si vous le souhaitez. Parce que c'est pas obligatoire, il y a plein de petits opérateurs au Canada qui volent des Cessna de 106, 207. On a un ami commun qui a commencé comme ça à voler du petit Cessna 206, 207. Donc c'est des monomoteurs Cessna. C'est comme un 172 mais plus gros, fait pour du transport de personnes, quoi. Et vous pouvez voler qu'avec ça. Il n'y a pas besoin de plus. Si vous voulez aussi l'extension pour avoir les hydravions, c'est possible aussi. Mais juste avec un CPL, déjà, vous pouvez voler. Il y a des gens qui vous prendront pour faire du largage para ou ce genre de choses, juste avec un petit CPL. Ensuite, à partir de là, si vous voulez progresser, le but final, c'est la ligne, il y a le multimoteur. Donc, apprendre à voler avec 2 moteurs. Et en même temps, si vous le souhaitez, il y a aussi le vol aux instruments qui est important quand vous voulez voler dans les avions un peu plus gros. Et à partir de là, vous pouvez trouver n'importe quoi comme job, peu importe au Canada, enfin où vous voulez être, et commencer à voler des King Air, des bimoteurs à piston, des moteurs à turbine, tout globalement. Il n'y a pas besoin de, arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est MCC, ça, la coordination multi-crew. Voilà, ça vous n'avez pas besoin. Ça, vous l'apprendrez. Comment gérer un équipage, vous l'apprendrez pendant 5 ans avec dans le Nord, tout ça. Il n'y a pas de problème. Et voilà. Et après, une fois que vous avez 1500 de vol, vous êtes éligible pour passer votre
pour avoir votre ATPL signé. Donc il n'y a pas la ATPL pratique au Canada. Il y a qu'un ATPL théorique qu'on peut passer, il me semble, Yacine, je trouve que c'est à 750, Ouais, c'est ça, 750 heures 750 heures, ouais. total. Ouais. Et à 1500, bah, vous prenez votre carnet de vol, vous le mettez dans la boîte aux lettres, vous l'envoyez à Transport Canada et avec vos ATPL théoriques, et c'est validé, et c'est fini, vous avez terminé. Voilà. Ok. Donc c'est, D'accord. il n'y a pas de voilà, il n'y a pas tous ces trucs rajoutés, ou c'est juste un process différent Alors- qui est adapté à leur marché en fait. Ouais. Comme disait Yacine, en fait, ça permet aussi de piloter différentes machines. Tout à fait. Donc, obligatoirement, il y a une adaptation à faire à chaque fois. Et puis de progresser aussi dans la taille de la machine, et sûr. puis dans de Mhm. passer du piston à du turboprop, et puis après de passer à du réacteur, comme tu as fait sur Citation. C'est ça. Sur, Exactement. Ouais. Donc, Et il y a Est-ce- aussi quelque chose d'unique ici, qui est malheureusement en train de disparaître, puisque sont les hydravions. Voilà, donc les hydravions, il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. La raison est simple, c'est que le gouvernement a construit beaucoup de pistes durant des décennies. oui. Et avant, dans le Nord, il y avait pas moyen d'accéder à ces endroits sans un hydravion. Maintenant, la plupart comme par Yacine, des réserves, donc des Premières Nations qui habitent là-haut, ils ont leur propre aéroport, avec leurs propres approches aux instruments, avec tout ça, et donc il n'y a plus forcément besoin d'hydravion. Mais il y a encore quelques compagnies qui opèrent l'hydravion, et ça, je dirais, c'est quelque chose à essayer, parce que il y en a pas beaucoup dans le monde qui font ça, et c'est vraiment, je pense, une expérience exceptionnelle, l'hydravion. S'il y a bien quelque chose au Canada qui doit être fun, j'en ai pas fait, malheureusement, mais ça, c'est quelque chose d'unique. Et c'est pas très compliqué, c'est avoir la qualif, il me semble, Yacine, c'est quoi? 7 heures. Il faut juste quelqu'un avec un CPL et qui a la qualif déjà, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est 7 heures de vol sur hydravion, et ça donne Voilà. la qualification. Et généralement, pour faire l'hydravion, par contre, les opérateurs vont vouloir que... Parce qu'en fait, l'hydravion, c'est quand même assez complexe dans le sens où il faut apprendre à parquer l'avion, le charger, le décharger. Donc par exemple, quelqu'un qui commence avec un CPL et qui a seulement une qualification d'hydravion va faire peut-être 6 mois. On appelle ça le doc, pour travailler en fait à charger l'avion, à apprendre un peu les procédures. Et la saison suivante, l'été suivant, c'est là que tu vas commencer à voler l'avion en fait. Ah oui, d'accord. Donc d'abord être familier et ensuite partir sur l'aspect vol. Ouais, c'est vrai que sur un fauteuil, il n'y a pas de frein. Eh non, Faut mettre les mains. Eh oui. Donc quand tu arrives près du dock, oui c'est ça exactement. pour amarrer l'avion, en fait, il y a l'inertie, un peu comme les bateaux. Et puis, Complètement, ouais. Ouais, mais c'est les bateaux, pas- il y a la marche arrière. Eh oui, non. Ah, Non, bah, oui, pas la marche forcément. arrière sur certains hydravions. Ouais. Après, ils ont plein de types d'hydravions. Ils ont des hydravions à turbine aussi, comme des Cessna Caravan, qui sont Ouais. surflottes. Donc là, il y a quand il y même... a un peu de reverse. reverse, oui, un peu, ouais. voilà, ouais. Mais ouais, non, c'est... Mais oui, ça doit être un peu plus compliqué quand même. Ah oui, oui, non, c'est une Effectivement, ouais. opération. Ouais, c'est, mais il y en a, comme dit Jérôme, il y en a de moins en moins. Et malheureusement aussi, il y en a de moins en moins maintenant parce que les opérateurs trouvent plus de pilotes, tout simplement. Surtout l'hydravion, généralement, c'est une expérience c'est un boulot qui demande beaucoup d'expérience. Et les pilotes expérimentés avec beaucoup d'heures d'hydravion sur le marché, il y en a de moins en moins. Et ça crée ce fait que malheureusement les opérateurs sont obligés de pas de fermer ou de ne pas prendre de contrat parce qu'ils n'ont pas Mais il y a un besoin quand même. Oh, oui, oui, Il y a un manque, absolument. mais il y a un besoin de pilotes d'hydravion. Absolument. D'accord. Ouais. Alors, pour les jeunes qui écoutent, C'est aussi un métier très saisonnier. Donc l'hydravion, c'est essentiellement l'été. Oui. Un peu le printemps quand les lacs fondent et puis l'automne avant qu'ils gèlent. D'accord. Mais il y a aussi quelque chose de très intéressant au Canada qui est possible. C'est de travailler pour les bombardiers d'eau. Voilà. Chaque province est équipée en bombardier d'eau et il n'y a pas vraiment besoin d'être quelqu'un de particulier pour en faire. Il faut juste envoyer sa candidature, avoir pas mal d'expérience évidemment en hydravion, mais c'est accessible du moment qu'on a les prérequis. Je connais des gens qui sont entrés en hydravion, essentiellement en Ontario. Ils ont une grosse flotte en Ontario, donc tout ce qui est Toronto, tout ça, toute la partie Ontario, donc la capitale c'est Toronto, où ils ont beaucoup de feux de forêt l'été, et le déploiement des bombardiers d'eau, c'est quelque chose d'assez accessible finalement. Et c'est quoi comme type de bombardier d'eau? C'est de la monoturbine? C'est des trucs tout. plus gros? Ils ont un peu de tout. Plus 400 Je sais aussi. qu'ils ont les 215, donc ils sont, il me semble, des hydravions à moteur Piston. Oui, les anciens Radial. Canadair en fait. C'est ça. les anciens Canadair, tout à fait. Ouais.
à moteur à piston. Ils ont des 415, évidemment. Ils ont des avions de reconnaissance aussi, de patrouille de feu, etc. C'est ça, les Turbo Commander, il me semble, ça s'appelle. C'est ça. Et ils ont un peu de tout, des hélicoptères également. Ouais. Il y a un peu pas mal de Du Air choses. Tractor peut-être Oh aussi. oui, beaucoup. Ouais. beaucoup. Oui, des tracteurs, oui, tout à fait. Justement, pour ajouter ce que disait Jérôme, les avis d'hydravion et des compagnies qui font la surveillance de feu ou je sais pas qu'on appelle ça en français, mais l'extinction de feu. Je sais pas si ça. Oui, c'est ça. Les compagnies en fait ont beaucoup de contrats internationaux. Et la plus grosse au Canada s'appelle Conair. Ah bah oui, c'est ceux qui avaient les trackers. Oui, exactement. Oui. Donc évidemment, ils cherchent des gens qui ont beaucoup d'expérience dans le bush, des heures sur hydravion, des heures un peu comme Jérôme et moi on a, en gros à voler dans le nord, poser sur des pistes en gravier, des heures sur turbine. Évidemment, au Canada, les feux, c'est principalement l'été, surtout à l'ouest, mais en hiver, ils ont des contrats pour aller en Australie, très souvent. D'accord. Donc, ce qui fait qu'il y a deux types de pilotes. Il y a ceux qui veulent rester saisonniers, qui veulent faire ça que l'été, et puis avoir l'hiver en vacances, quoi, en gros, puis ils reviennent l'été prochain. Ouais. Et il y en a d'autres qui font ça en été, puis l'hiver, ils partent en Australie et ils font la saison là-bas, en fait. Donc, il y a vraiment une grosse diversité en termes de... Tu vois, regarde, c'est saisonnier. Oui. L'été, on pilote, et l'hiver, on fait tire-fesse. Ouais, c'est ça. Ah bah oui. Pourquoi pas? Ouais, non, c'est ça. Mais non, comme quoi, c'est un pays très intéressant pour ceux qui veulent connaître un peu le côté aventure de l'aviation. Ça existe encore apparemment. Donc, ah oui, non, absolument. Hein, on a parlé, Jérôme, tout à fait. tout à l'heure, faire du bush, c'est ça? T'en as fait aussi, du coup? Oui, se poser sur des pistes qui font quoi? 900 mètres, 800 mètres. Ouais, qui sont plus courtes que ici, comme compte en pied, alors c'est un peu différent, mais se poser la nuit, c'est un autre type de pilotage. C'est un pilotage, je dirais, plus à l'ancienne, malgré le fait qu'on ait maintenant plein d'aides, des GPS, tout ce genre de choses, mais ça reste à l'ancienne, puis tu es tout seul, là-haut. Pilotage aux fesses, quoi. Ouais, plus ou moins. Il y a quand même des aides, hein. Maintenant, tu sais, faire des approches instruments avec le GPS, tout ça. C'est quoi? Mais tu pars un peu à l'aventure, il n'y a pas de radar météo, il n'y a pas de... Tu décolles. Ouais, donc... Ah, c'est possible. Allez-y, on fait notre vie là. Bah oui, je vois ça. Vous voulez des petits gâteaux, apéro, quelque chose? Non, mais on cherche une vidéo, vous allez voir, ça va être cool. Ah oui, il y a beaucoup de vidéos, de trucs sympas. Oui, donc, alors, on en parlait tout à l'heure. Pour les jeunes là, qui aiment bien le côté vraiment aventure, c'est vraiment au Canada où il faut aller, quoi. Oui, je pense. Oui. Si pour vous le métier de pilote c'est un peu plus que l'airline, oui, effectivement. Parce que au Canada, il y a cette opportunité-là de faire quelque chose que des gens, il y a très longtemps, ont fait également, dans d'autres conditions bien pires. Maintenant, c'est beaucoup plus contrôlé, il y a beaucoup plus de règles qu'à l'époque, mais ça reste encore très surprenant, disons, à faire et très enrichissant en termes de personnel, professionnel. Des rencontres aussi avec des cultures où on n'a pas forcément l'habitude. Et puis, et voilà, et c'est de l'adrénaline globalement pendant quelques années. À tort ou à raison, mais c'est très agréable. Enfin, moi, je regrette pas. Attends, j'ai juste une petite... Ah, vas-y. Alors, je vais envoyer un petit message à FreeFlight30. Eric, est-ce que tu pourrais me renvoyer le mail que tu m'avais envoyé où il y avait les vidéos de Yacine dedans, s'il te plaît? Comme ça, on va pouvoir le remontrer parce que je ne l'ai pas sur celui-là. Merci, Eric. Et salut à Jumpseat qui fait un coucou. Voilà. Ouais, donc je disais le côté aventurier et du coup j'ai perdu ma question suivante. Après, si par exemple il y a encore beaucoup de, comme disait Yacine, il y a beaucoup de compagnies ici qui font des contrats à l'international. Ils sont très demandés, notamment en Afrique ou dans l'Arctique et l'Antarctique. Donc il y a des options aussi pour faire du twin otter dans l'Antarctique. Il y a quelques opérateurs encore qui déploient des avions comme ça, droite à gauche, avec des contrats. Voilà, il faut aimer. Il faut aimer. Je pourrais rajouter ça justement. Donc il y a quand même des options pour malgré tout être au Canada, mais quand même voyager ailleurs si ça intéresse. Voilà. Justement en parlant de ça, comme disait Jérôme, j'ai dans ma classe à Air Transat un Français justement qui a eu beaucoup de chance, je trouve quand même, parce que son premier job c'était de voler un DC-3 sur turbine.
Ah oui. Et c'est un contrat qui... Enfin, la compagnie a un contrat pour voler dans le monde entier, en fait. Et il a littéralement fait le D'accord. tour du monde en DC-3. Il C'est a, vrai. ouais. Ah oui, Il a volé en Antarctique, il a volé en Malaisie, en Australie, en Asie, aux États-Unis. DC3 en plus. En DC-3 turbine. Il a Ah traversé ouais. l'Atlantique en DC-3. Incroyable. Donc, ouais, des trucs. Ouais. Alors, voilà, j'ai retrouvé ma question. Donc, Ah, par rapport aux formations européennes, où effectivement, en sortie d'école de 150 heures de vol, on se retrouve en grande compagnie. Même si vous n'avez pas vécu ce genre de formation, alors c'est peut-être un sujet qui fâche aussi pour certains, mais à votre avis, est-ce que c'est mieux pour un jeune d'avoir une expérience comme vous, d'instruction, puis d'aller jusqu'à 1500 heures avec du travail aérien, du mouche ou... Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous pensez que c'est mieux pour l'expérience du jeune que de sortir d'une école directement pour aller sur un gros? Bah, à mes yeux, je pense que le métier de base, en fait, est différent. C'est un métier de pilote, entre guillemets, mais c'est une opération qui est déjà complètement différente. Et moi, je pense que pour l'aspect personnel et l'aspect expérience personnelle, oui, ça vaut largement le coup parce qu'il y a tellement à voir et il y a tellement de trucs à expérimenter, je pense, dans cette carrière, plutôt que d'arriver sur Airbus et sur Boeing et n'avoir rien vu avant ça, en fait. Mais même sur l'aspect de décision, je pense, surtout au Canada, on est décisionnel, pardon. Ouais. Le fait d'avoir volé dans le Nord, Jérôme confirmera, quand on arrive au stade où tu es commandant de bord sur turboprop au Canada, il y a beaucoup de décisions qui sont importantes, des décisions sur lesquelles ta vie dépend, la vie de tes passagers, tout le reste dépend, et où il y a très peu d'assistance, en fait. Donc c'est-à-dire que, pour résumer, quelqu'un qui a fait une expérience comme vous aura entre peut-être plus d'options de décision que quelqu'un qui sort d'une école et qui est tout de suite formé sur Airbus. Honnêtement, je pourrais pas, j'ai pas la réponse, mais à mon avis, le fait d'avoir cette expérience antérieure, ça aide énormément dans l'aspect prise de décision, je pense, beaucoup. D'accord. Parce que au Canada en général, dans les endroits où on a volé, Jérôme et moi, par exemple, on va dans des aéroports, on n'a pas de report météo, donc on utilise notre jugement avec l'expérience. On vole avec des personnes différentes, évidemment, qui ne sont pas forcément expérimentées. Il y a énormément de facteurs qui n'existent pas forcément en Europe parce que tout est contrôlé. Et le Canada, c'est pas le cas du tout, en fait. Et l'aspect pilotage de base, pilotage pur, pour moi, c'est indéniable. J'ai 2500, Jérôme est pareil, hein, j'ai 2500 heures de vol sur turbine et j'en ai j'ai jamais volé avec un autopilote ou un directeur de vol en approche, quoi. C'est tout à la main, tout le temps, dans des météos à moins 40. Et donc, justement, au niveau météo, là, parce que là, je suppose qu'il y en a... L'une des premières questions qui vient à l'esprit quand on va voler au Canada, c'est est-ce qu'il fait assez beau? Est-ce que des fois la météo, elle n'est pas trop difficile? On a des limites, évidemment. Pour tout ce qui est formation PPL, CPL, là on s'est formé, Jérôme et moi, on était à Winnipeg. Winnipeg, il fait très froid en hiver, moins 30, moins 40, mais c'est un froid qui est sec, ce qui fait que l'hiver est relativement bon pour le pilotage. C'est rare d'avoir des jours de météo, ça peut arriver. Après le nord du Canada, oui, ça peut être rude. Et très souvent, on n'a pas de rapport météo. Pas de rapport météo. Pour tout ce qui est NOTAM, par exemple, c'est souvent pas à jour, donc on doit tirer les ficelles un peu partout pour savoir ce qui se passe exactement. D'accord. Et j'avais une question, je crois plutôt, qui disait est-ce qu'on vole souvent l'hiver? Dans mon cas, en hiver, oui, on vole beaucoup. D'ailleurs, l'hiver, c'est une de nos saisons les plus occupées. Ouais. Donc ouais. Alors, on va peut-être juste montrer une petite vidéo parce que justement, on l'a eu. Merci, Eric, de nous avoir passé. Hop. Voilà, regardez, on va voir un peu, puis tu vas nous commenter. Oui, bien sûr. Donc ça, toi, t'es à gauche, là. Oui, c'est ça, c'est moi à gauche. On décolle d'une piste qui s'appelle Island Lake, du coup. Et, ils n'ont pas déneigé, dis donc. C'est déneigé, mais la partie... Elle est propre, la Oui, elle est propre, ouais. Jérôme, on est ça y est, ça taille. Ouais. Non, là, honnêtement, c'est très bien. Mais il y a beaucoup de vent de travers sur cette vidéo. Et la GoPro m'avait aidé à mettre la vitesse à côté, donc ça, c'était cool. Et ouais, non, on décolle souvent de pistes comme ça. Cette piste, d'ailleurs, ça, c'est une des pistes les plus grandes du réseau. Elle fait à peu près 1000 mètres, et 1000 mètres, c'est quand même énorme pour un turboprop au Canada. On posait souvent sur des pistes de 700-800 mètres, et qui étaient, pareil, pleines de neige, ou alors... ouais, c'est quand même bien différent, quoi. Ouais. Donc, ouais. Et puis, hop, on va en remontrer une juste après, le temps que je la cale. Ouais. Hop, voilà. Alors, Jérôme, toi, par exemple, est-ce que tu as vécu un moment très difficile?
C'est l'approche. En vol, c'est ça? Ouais, en vol. Avec, à cause de la météo, peut-être, la neige, ou je sais pas. Bon, la météo, c'est très. Tu peux quand même anticiper certaines choses, notamment les tempêtes. Bon, tout ça, tu vois venir, tu vois, tu as une petite idée. Le plus dur à prévoir, c'est comment on dit en français, les précipitations givrantes, disons. Donc j'arrive plus à trouver le mot. La pluie verglaçante, voilà, c'est ça. D'accord. Ouais. Ça, c'est très important ici, puisqu'il y a des deux. Si tu veux, il peut neiger à n'importe quelle température, globalement, exception faite qu'il fait très très froid, mais je dirais pour moi, le pire, c'est de 0 à moins 5 degrés. Oui, complètement. Où la neige peut très bien se transformer en pluie qui gèle au contact de tes ailes. Et ça c'est très problématique. Ça, c'est le plus dangereux, je pense, au Canada, c'est ces choses-là. Parce que quand tu pars dans le nord, comme disait Yacine, tu pars un peu il y a quand même des infos météo, mais c'est très... Il y avait eu un crash d'un ATR, il me semble, à cause de ça. Oui, alors ça, bon, c'est pas mal de défaillances le long de la chaîne, disons. Ce crash dont tu parles, ça a été... mais c'est plutôt des crashs un peu plus anciens qui ont eu lieu. Où là, bon, ça portait la politique en fait au Canada à avoir des règles très très strictes sur les conditions givrantes, etc. Et donc pour moi, le plus compliqué, c'est ça, c'est ces décisions-là où la pluie, c'est de la neige, tu sais pas trop. Comme disait Yacine, il n'y a rien là-bas. On était sur une piste. Il n'y a pas de dégivrage comme à Roissy ou comme à New York, ce genre de choses. Et là, il faut prendre une décision. Il faut prendre des décisions. Tu as le malade qui est dans l'avion. Il est 2 heures du matin. Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu y vas? Est-ce que tu y vas pas? Et ça, c'est ça. En gros, le Nord, c'est ça. C'est des décisions comme ça. Il y a une pression de la compagnie. On peut dire, non mais maintenant, expliquez-nous pourquoi vous n'êtes pas posé là. Personnellement, je n'ai jamais. Quand tu es là-haut, tu es tout seul. Il n'y a personne que tu peux contacter ou tu peux essayer avec. Il y a des téléphones satellites, etc. Mais au final, ça sera ton jugement et ta décision. Les pressions, il y en aura toujours. C'est l'aérien, évidemment. L'aviation, il faut. Il y aura toujours des pressions, peu importe que tu sois au milieu de l'Atlantique dans un 777 ou que tu sois dans ton King Air au milieu du Canada, il y aura de la pression. Ça c'est sûr. Mais oui, mais c'est ça. C'est l'une et il y a moins d'intervenants. Donc, quand tu es tout seul dans ton avion, le seul personne à qui tu peux te concerter, c'est ton copilote. Mais ton copilote, peut-être il a 300, 400 heures de vol, il connaît pas encore. Et comme disait Yacine, parfois il y a juste toi, t'es à gauche et tu dois prendre ces décisions-là. Et il y a personne. Finalement, je pense que la pression la plus difficile, c'est quand tu fais de l'évacuation sanitaire. C'est quand tu as un malade peut-être à transporter. C'est ça peut-être la pression la plus difficile. Ça fait partie. Mais bon, tu vas pas risquer la vie de tout le monde pour un patient. C'est ça aussi qu'il faut réaliser. C'est que tu peux pas risquer la vie de tout le monde. Donc, parfois, tu vas dire oui ou non, mais même avant que ça se passe. Tu vas pas te mettre dans cette situation-là si tu sais que tu penses que ça va arriver. Voilà. Donc, oui, effectivement, il y a de la pression. Mais c'est comme ça. Par exemple, la compagnie à laquelle je travaille à l'heure actuelle, ils volent dans l'Arctique, dans le très haut Arctique. Et là, les conditions peuvent changer en 10 minutes. De 10 minutes, tu peux passer c'est Cavoquet à, je sais pas, un quart de mile ou un half mile, donc 1 kilomètre de visie ou même pas 500 mètres de visibilité en même pas, 10 minutes, 5 minutes. Effectivement. Et comme ça. C'est comme les entrées maritimes ou les trucs comme ça arrive très très vite et script à gare. Et tu te retrouves coincé parce que tu peux plus partir. Mais ça, tu peux pas le voir venir. C'est le pays qui veut ça, les conditions qui veulent ça. Et après, il faut adapter les opérations et tes décisions à partir de ça. Les avions sur lesquels on vole ici sont plus anciens. C'est des technologies qui sont anciennes, ils sont robustes. Je veux dire, un MU2, un Metroliner, ici en Europe, il n'y en a plus trop des Metroliners, mais au Canada, il y en a énormément encore. Des vieux King Air,
des vieux ATR, même des vieux ATR d'il y a des années 90, début des années 90, qui ont volé pour Airlinair, pour Hop, qui viennent ici, et ce genre de choses. Et donc, ces avions-là, ils n'aiment pas le froid, mais pas du tout. Tu retrouves avec des avions qui, en plein vol, à moins 40, ils supportent pas. Donc, il va y avoir des pannes, il va y avoir des choses qui vont s'allumer dans le cockpit. Il faut faire avec, quoi. Ça fait partie. Il n'est pas très grand, mais voilà. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un métro. Ça n'existe plus en Europe, ça. Il y a peut-être un ou deux opérateurs qui ont ça, mais ça n'a jamais été pensé dans le design, ça n'a jamais été pensé pour faire ça. Non. Mais les Canadiens l'ont adapté pour faire ça. Et donc, ça apporte son lot de problèmes et son lot de qualité aussi. Mais c'est ça, ouais. C'est tu pousses ton avion parfois à la limite de ce qu'il peut faire. Ouais. Parce que les opérations le veulent. C'est-à-dire que tu prends une piste d'1 kilomètre avec ces avions-là. Quand ils ont pensé dans les années 70 ou 80, ils n'ont jamais imaginé que tu décollerais à pleine charge en été avec ça, sur du gravier. Ouais, c'était pas... Ouais. Voilà, les concepteurs, c'était pas effectivement pour ça. Quoi. Là, on voit un peu plus grand. Il faut penser en... C'est pour ça que la carrière est plus progressive, parce que tu es amené à prendre des décisions comme ça très tôt. Et il faut... c'est spécial. Voilà. Les étés, là-bas, ils sont très chauds aussi, non? Oui. Ouais, il fait chaud. Il fait, dans le nord, il peut faire 30 degrés avec 70-80% d'humidité. Et... Voilà, donc c'est vraiment un pays où l'hiver... Ouais, c'est ça. L'hiver, il y a la neige, il y a la glace, etc. Mais l'été, il fait très chaud. Ça ne va pas non plus dans le bon sens pour l'aviation, pour les performances. Et les orages aussi également. Ça peut être dangereux. Ouais. Les orages sont violents. Ah oui, très très violents. Très violent, mais c'est pareil. Tu apprends à piloter des avions qui sont où tu volais il y a très longtemps comme ça. C'est plus le cas à l'heure actuelle, mais il faut y passer. Alors, il y en a qui aiment ça, d'autres qui n'aiment pas du tout. Ouais. Parce que ça apporte son lot de problèmes. Hein. Faut pas nier non plus. C'est pas tout rose. Il y a des jours où j'aurais donné n'importe quoi pour être dans un cockpit d'Airbus et être tranquille avec mon café, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais bon, là, après, parce que la tempête de neige, et il faut le faire, quoi, parce que c'est ton métier, quoi. Mais parce qu'on a aussi le recul européen, en fait, on va dire, quelque part. On a cette vision-là. Peut-être que pour quelqu'un qui démarre là-bas, c'est normal. Bah, voilà, c'est une normalité. C'est quelque chose qui est, Tout à fait. ne se pose pas la question. Ouais, non, exactement. Tout à fait. Tu voles d'une certaine façon et tu t'y habitues. Tu t'y habitues et pour toi, ça devient normal. On a trop de confort. Ouais. Voilà. Oui, mais en fait, je vous imagine, là, si vous reveniez en France dans une compagnie, vous allez vous faire chier. Après, c'est le début. Non, je rigole parce que effectivement, c'est pas le même métier, c'est pas les mêmes conditions. C'est ça, oui, à la base. Mais comme tu dis, c'est beaucoup d'adaptation en fait à des changements rapides, quoi. Au début. Mais par exemple, on connaît, Yacine et moi, des gens qui font carrière là-dedans. Ils adorent ça. Ils adorent ça. Ils resteront dans le Nord pendant des décennies et c'est ça qui leur va, quoi. Ouais, parce qu'ils sont peut-être pas faits pour la ligne, tout simplement. Ah oui, il y a des gens qui adorent le fait de partir dans le Nord, qui aiment le challenge un peu plus, de travailler dans des conditions qui sont différentes. Ouais, non, je pense c'est ça encore l'avantage pour parler du Canada, c'est que il n'y a pas un chemin possible en fait. C'est qu'il y a des gens qui arrivent même en ligne et qui se disent que bon, c'est pas forcément ce qu'ils veulent et qui font limite marche arrière, entre guillemets. Ça arrive moins, mais ça arrive. Ou alors qui veulent faire de la ligne dans un contexte complètement différent, comme la compagnie où travaille Jérôme dans le Nord, faire de l'Arctique. Il y a des gens qui restent dans l'air ambulance. Il y a beaucoup de compagnies au Canada qui font des contrats internationaux, par exemple, qui volent un Learjet pour voler dans le monde entier. Donc ouais, en termes de possibilités de parcours, pour moi, ça n'a rien à voir par rapport à l'Europe. Il y a beaucoup plus de possibilités. Et comment est-ce que, si vous deviez conseiller un jeune qui sort d'école, vous pourriez lui dire allez, vas-y, fonce,
c'est quelque chose qu'il faut faire, Mhm. ou essaie peut-être de prendre un peu de maturité ici avant de passer de l'autre côté. Ça serait quoi le meilleur conseil? Moi, le meilleur conseil, je pense, ça serait d'arriver préparé avant tout, que ce soit pour le métier ou même au Canada. Si la personne va aller au Canada, bah, c'est d'anticiper. C'est un peu comme le métier de pilote en fait. Je pense le projet immigration, études et tout ça, c'est un peu comme le métier de pilote où il faut toujours anticiper ce qui va se passer faut avoir 2-3 coups d'avance. Ah ouais. C'est pareil pour la formation, je pense. Je pense que c'est pas une bonne idée de se former sans avoir un plan derrière, et que ce soit déjà sur l'immigration, au moins sur les choses qu'on puisse contrôler entre guillemets. Sinon, je pense que ça en vaut pas la peine entre les risques et ouais. Donc, je pense que ce qui est mieux, c'est d'avoir un plan de route qui est tracé et de penser le suivre et d'essayer de le suivre au maximum. Et voilà. Déjà pour débuter, comme vous avez fait tous les deux, c'est de passer le PPL en France. Oui, oui, absolument, ouais, bien sûr. Et puis effectivement, après, justement, ils rencontreront des gens comme vous Oui. au sein de l'aéroclub, parce que certainement. Et puis après, effectivement, c'est de voir un peu la palette de ce qu'il peut y avoir après pour la suite, soit de l'aviation d'aventure, je vais appeler ça comme ça, j'espère que ça ne vous dérange pas. Non, non. L'aviation d'aventure au Canada, ou alors faire une école en France ou en Europe là, pour faire de la ligne directement le plus vite possible. Quoi, après. Pour quelqu'un qui veut voir un peu plus que l'Europe en général et qui a envie d'aventure et qui a envie d'expérimenter un peu la vie à la nord-américaine, je pense que le Canada c'est une très bonne option. Donc ouais, je pense que je conseillerais ça. L'essentiel, c'est d'être motivé, d'avoir une bonne motivation et de jamais lâcher la route, quoi. Je pense que c'est ce qui fait qu'on y arrive, en fait. C'est vraiment le fait qu'il ne faut jamais lâcher, quoi. Ouais. Alors pour ceux qui ont peur d'avoir froid, vous avez des blousons. Il y a aussi, alors il y a aussi des petites compagnies comme ça, on va dire bouche, en Asie. J'ai des amis qui ont été en Indonésie là, chez Suzy Air. Ouais. Et qui faisait un peu comme dans Air America en fait. C'était un peu ça. Et effectivement, c'est un peu le même travail qu'au Canada, quoi. Donc les conditions sont peut-être pas les mêmes. Mais... apprendre au Canada et puis aller voler là-bas pour les frileux, quoi. Ouais. Non, et puis comme les Canadiens disent beaucoup, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements, entre guillemets. Donc, ça, tu vois, moi qui suis du Nord, j'aime bien. Le froid, bon, évidemment, c'est pas une partie de plaisir souvent. Alors, mais bon, pour des Nîmois qui vont vivre au Canada, quand même, c'est pour ça, je les applique. Chapeau. Est-ce que vous avez des questions quand vous revenez, parce que je suppose que de temps en temps vous passez à l'aéroclub, vous avez des jeunes qui vous demandent des conseils? Moi, ça fait aller en France. Bon, évidemment, il y a le Covid qui passe entre-temps, donc j'ai pas pu rentrer entre-temps. Mais l'école où j'étais instructeur, oui, ça m'est arrivé des fois de partir de temps en temps et de voir les anciens élèves qui posent des questions vis-à-vis du parcours. Qu'est-ce qu'il y a à faire et c'est toujours bien d'essayer de mentorer un peu les gens et de voir qu'est-ce qu'ils veulent et ce qu'ils cherchent et voir si ça peut marcher pour eux, quoi, évidemment. Justement, cette notion de mentor, aux États-Unis, on sait que c'est développé, au Canada aussi? Ça, oui, je trouve que ça... Ouais, absolument. Oui, ça marche plus, c'est du réseau. Voilà. C'est du réseautage. Il faut savoir quand même autre chose sur le Canada, c'est que les premiers jobs, et Yacine pourra me confirmer ça marche beaucoup avec des gens que tu connais, ou que tu as pu connaître. Parce que, comme ce sont des petites compagnies, tu démarres. Le plus dur, comme on dit, c'est le premier. Voilà. Et le premier, il faut aller à droite, à gauche, il faut chercher, il faut rencontrer les gens, voir, s'intéresser un peu à leur culture, un peu à ce qu'ils font, et s'intégrer à des groupes d'amis. Oui, raconte-nous, parce qu'avant l'émission, tu nous racontais un peu de toi, comment tu as commencé, en fait. Elle avait les avions, tout ça. Oui, alors, donc, on va faire simple. Globalement, mon premier job, je l'ai eu parce que Yacine connaissait quelqu'un qui travaillait, qui venait. Voilà, tu vois, c'est comme ça. Et Yacine, la même chose. Il connaissait quelqu'un qui travaillait, etc. Mais c'est un petit monde. C'est un petit monde. Mais c'est pas compliqué d'avoir son premier job. Si tu t'es intéressé aux gens, si tu t'es intégré à un groupe d'amis, tu trouveras quelque chose. Il y a vraiment pas de problème. Surtout à l'heure actuelle. Vraiment, c'est parfait. Mais moi, j'ai commencé plutôt au sol. Voilà. Donc, tu as deux options, soit l'instructeur, soit tu démarres au sol. Et quand tu démarres au sol, tu charges les avions, tu nettoies les avions, tu fais des tâches à droite, à gauche. Donc, moi, ça a duré 3-4 mois à peu près. Et donc, tu apprends un peu ce qui se passe derrière. Tu vois l'avion, mais qu'est-ce qui se passe autour de cet avion-là? Donc, tu apprends le fonctionnement de la compagnie, quoi.
Oui, voilà, comment marche une compagnie en général. Et à partir de là, bah, un jour, on va dire, bah, vas-y, Ouais. va à droite là et va faire un tour. Et puis un jour, tu sors du sol et tu es à plein temps sur l'avion et tu es que copilote. Donc il y a des tâches que tu fais plus. Mais quand tu es dans le nord, tu vas quand même charger l'avion, décharger ton avion, puisque il y a personne pour t'aider. Donc il y a quand même, si tu veux, cette arrière, enfin cette expérience que tu as fait avant, qui va te servir quand tu es tout seul dans le nord, où il va falloir faire tout toi-même, faire refueler ton avion tout seul. Toutes sortes de choses, gérer des passagers, etc. Il y a personne d'autre, quoi. Tu es tout seul, donc parfois, il peut y avoir des problèmes, et il faut gérer tout seul. Et c'est pour ça qu'ils font démarrer au sol, c'est pour que tu saches déjà un peu gérer tout ça, et après ils te lancent à l'aventure. L'école de la vie. Mais comme on dit, Free Flight 30, c'est ça. Voilà, ils ont la confiance un petit peu plus facile, je dirais. Ouais. Mais il faut pas la trahir, cette confiance. Ouais. Aussi. Alors pour ceux qui aiment un peu l'histoire, s'ils veulent revivre un peu l'époque, la TCOR des années 30, voilà, c'est une bonne façon aussi. Préparer les avions, pareil, avant, monter dedans. Ouais, non, c'est ça, c'est un peu l'école de la vie. Même quand tu arrives à un stade où tu fais du MEDEVAC, par exemple, donc c'est un stade qui est un peu plus élevé, entre guillemets, parce que tu arrives avec pas mal d'heures de vol et une première expérience, généralement. Même quand tu es, par exemple, quand Jérôme et moi, on était commandant de bord, il y a toujours des tâches annexes à faire. Tu n'es pas seulement que pilote, tu fais aussi pas mal de trucs à côté. Évidemment, tu vas aider l'infirmière ou l'infirmier à ramener le patient, par exemple, sur la civière, le sortir de la civière. Donc tu fais brancardier. Parfois, oui, tu peux être brancardier. Tu vas dégivrer ton avion parfois. On a des bouteilles de glycol, en gros, l'équivalent du dégivrage type 1, par exemple. Pour dégivrer les ailes. Il y a vraiment beaucoup de tâches annexes. Par exemple, on va rentrer l'avion dans le hangar, des trucs du genre, avec un camion de la compagnie pour mettre l'avion dans le hangar. On fait un peu de tout, vraiment. C'est ce qui est important. C'est pas un seul métier, c'est pas tu arrives à l'avion, tout est fait pour toi et tu pars. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu fais vraiment tout. Quand je repense à nos élèves qu'on avait, c'était la croix et la bannière là, pour faire rentrer l'avion. Non, parce qu'il y avait Fred, et Fred il était dans le chat, Fred il aimait c'est bien Fred qui rentrait les avions. C'est Fred qui rentrait les avions. Si une chose est irréalisable, il n'y a qu'une chose à faire, la réaliser. Ouais, voilà. La TCOR, c'est ça. Bravo. On peut revoir, on a parlé de la deuxième vidéo. Ah bah oui, encore la télé là. Je peux mettre un contexte dessus. Bien sûr. Ouais, alors j'arrivais sur le même aéroport du décollage, mais avec un vent de travers de 35 nœuds environ. Et bon, sur la vidéo, on voit bien que ça bouge énormément déjà, pas mal. Ouais, ça bouge plus que tout à l'heure. Et là encore, les conditions sont bonnes. Il fait beau, il fait beau, il y a du vent, mais il fait beau, quoi. Donc ça n'a aucun problème. Mais bon, des fois on fait ça et il fait moins 35 dehors et il neige dehors et la visibilité est à 1 km, quoi. Donc ouais. Et là, vous voyez pas encore la piste, ouais. On a l'impression que ça arrive vite. Hein. Ouais, ça arrive pas assez vite le King Air, sur des vitesses d'approche. 220 à l'heure, ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et après, ça glisse, le vent de travers, en plus les roues qui glissent sur la neige. Là, mais les inverseurs de poussée aident énormément sur les turbopropres généralement, donc les vitesses chutent assez bien. Donc, mais ouais, c'est toujours l'aspect de décision qui revient en place, évidemment. Donc, et là, il était où le terrain à peu près? Si vous regardez la ville de Winnipeg, c'est à peu près 600 km au nord-est. Donc c'est le nord sans être vraiment le nord-nord, quoi. En gros, mettons ici on est à Nîmes, ça serait à peu près juste en dessous de Paris, par exemple. Ah oui, d'accord. Encore en distance. Ok. Donc ouais. Voilà. Parfait. Free Flight qui dit ta qualif Mistral t'a bien servi. Ah bah ouais, pour le coup, c'est clair. Pour le vent, la gestion du vent, oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Absolument. Ah, le Mistral, il est dans l'axe, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Après, il y a quand même juste une chose à dire, c'est que c'est pas des Européens. Oui. Il y a quand même un petit peu d'adaptation à faire sur la façon dont eux travaillent, etc. Donc c'est pas tout à fait la même philosophie que tu pourrais trouver dans d'autres pays européens. Donc ça, il faut être d'accord avec ça aussi. C'est vrai que c'est pas la même philosophie. Disons que c'est plus européen que les États-Unis, globalement. Enfin, ils sont grossis les traits, mais ça reste quand même l'Amérique du Nord et avec ce qu'ils font, hein, leur culture du professionnel, le travail, la façon dont ils font les choses. Ça, il faut être d'accord avec ça aussi, parce que sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué.
Ouais, comme tu dis, il faut travailler, ils accordent la confiance, comme tu dis, plus facilement, mais par contre, derrière, il faut faire le travail demandé, et puis il ne faut pas trahir la confiance, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais par exemple, jusqu'à peu, le maximum qu'un pilote pouvait travailler par jour, c'était 14 heures d'affilée. 14 heures, donc c'est... ouais, tu pars, disons, peu importe l'heure, hein, tu es appelé par exemple pour une évacuation sanitaire à 2 heures du matin. Techniquement, tu peux travailler, pas forcément voler l'avion, mais tu peux travailler jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Ouais. Et ces 14 heures-là pouvaient être plus ou moins étendues à plus ou moins 2 heures. Ouais. Ça fait des journées de 15-16 heures, quoi. Ouais. Ça fait des grosses journées. Ouais, ça fait important, ouais. Ouais. Et après, il y a des donc- repos obligatoires quand même. Enfin, il y a Oui. le facteur humain quand même pris en oui, compte. mais Ouais. le repos, c'est 10 heures ou 9 heures, quoi. Ouais. Pas non plus, Ouais. c'est particulier. Mais les règles ont changé depuis, donc c'est un peu mieux. Mais c'est pareil, c'est exigeant. Oui. C'est exigeant et voilà. Donc il faut être d'accord avec ça, il faut accepter de faire des longues heures, des longues journées et de démarrer comme ça, et il n'y a pas le choix. Voilà. Après, Malheureusement, il n'y a pas le choix. Je ne vais pas comparer les conditions, mais c'est vrai que nous, quand on faisait de l'instruction avec les élèves, on démarrait la journée, mais il y avait pas mal de retard aussi. Et c'est vrai qu'on faisait des journées pas mal quand même, hein, en Ouais. instruction, journée d'instruction. Bah, c'est de l'adaptation. de toute C'est façon, voilà, comme c'est d'habitude, hein. dans l'aérien de toute Mmh. façon. Hein, Ouais, ouais. Ah, c'est pas- Regarde le dans gars toutes tout à l'heure, les- on parlait justement de l'Air France là, à Nice. Bah oui, c'est de l'adaptation aussi parce qu'il faut débarquer les gens à Montpellier qui est pas à côté. Il faut leur expliquer que. Enfin, Au lieu de faire son c'est petit complexe. vol Enfin, tranquille. ils ont des gens pour le faire quand même. Oui, oui, C'est voilà. pas, Oui, pas voilà. forcément eux qui vont aller au Ouais. clash, mais bon. Mais voilà. Ouais. Voilà, j'avais un collègue, un copain là, qui me disait quand tu pars dans l'aviation, en fait, le matin, quand tu pars, tu prends ton petit déjeuner. C'est peut-être le seul moment où tu vas manger de la journée, quoi. Ah oui, Parce que bien tu sûr. sais pas comment ouais. ça va. Ta journée, elle va se passer, et puis ça se trouve, tu vas te retrouver dans des endroits où il n'y a rien à manger, ou tu vois. Donc voilà, Une grosse part de. c'est ça. Commence ta journée dans l'aérien par manger, et après tu fais ta journée de pilote. Donc vous pouvez aller voler au Canada, ça va vous faire maigrir. Je sais pas si. On fait un raccourci là quand même. Ça On fait un raccourci. Ça dépend. Ouais. Ça peut arriver, mais ouais, non. Mais le marché, comme disait Jérôme, enfin, les règles ont changé, et le marché aussi a bien changé. Ouais. Il y avait des choses qui se faisaient avant qui se font plus, qui se font moins. Il y avait des opérateurs qui aimaient jouer avec les règles, disons, entre guillemets. Bon, il y en a qui le font toujours, il y en a d'autres qui le font pas, et ça dépend. Certaines compagnies ont des règles qui sont même beaucoup plus souples que ce que Transport Canada va donner. Par exemple, quand Jérôme faisait du Medevac, je crois que Jérôme il avait des shifts de 12 heures, par exemple. Je crois que c'est ça, de jour ou de nuit. Moi, par exemple, j'avais pas de shift. Je commençais, comme disait tout à l'heure Jérôme, à l'heure à laquelle on m'appelle, quoi. Donc, on m'appelle à 3h du matin. À partir de 3h du matin, t'es bon pour 14 heures. Donc, tu D'accord. peux être réveillé ou alors t'as dormi 3-4 heures et puis tu dois être bon pour 14 heures, quoi. Ouais, d'accord. Donc, Ouais, donc, ouais. effectivement. Après, c'est des schémas de boulot qui sont différents. Dans mon cas, par exemple, je faisais 7 jours de travail et 7 jours de repos. Donc, ça a aidé dans ce sens-là. Donc, ouais. Et ça a changé parce que c'est l'autorité qui l'a décidé. Ils ont Oui. dit maintenant stop, faut arrêter ça ou Oui, ça a changé en fait pour toute l'industrie, vraiment pour les avions de ligne et tout ça. Mais maintenant, la compagnie où je travaillais le fait plus, maintenant par exemple. Et ils ont des règles qui ont changé à cause de ça justement. Mais ouais. Est-ce Ça que dépend. c'est parce qu'il y avait des incidents, des accidents, ou il y a eu une augmentation un peu, non? Bah, je sais pas si ça avait été déclenché par le fait que Air Canada. Ça a commencé avec un vol Air Canada je crois que c'était en quoi, 2016, 2017, je me rappelle plus. Je sais pas si Jérôme, tu te rappelles de la date. Ouais, c'est à peu près ça, c'était à San Francisco. Ouais, à San Francisco, il y avait un 320 d'Air Canada qui s'était aligné avec le taxiway ah de nuit. Ouais. Qui Ah est- oui. et les Ouais, pilotes- ça peut arriver. hein. Mais est-ce que Transport Canada a fait une enquête et a découvert que les pilotes avaient quand même énormément volé et que Ils étaient fatigués, ils étaient quoi. fatigués. Et il y avait à San Francisco, bon, évidemment, c'est un aéroport où il y a beaucoup d'avions. Tous les avions étaient alignés avec leur lumière de roulage allumée. Donc ça ressemblait un peu à une rampe d'arrivée Oui. pour une ILS. Ah ouais, Il d'accord. y avait un peu de vent de travers, ce qui fait qu'ils croyaient qu'ils étaient alignés avec la piste, mais en fait ils étaient alignés avec le taxiway. Et ils ont mis les gars, je crois, c'était quoi, 20 pieds au-dessus d'un 787. Waouh. Ah oui, Ouais. en effet, ouais. Un truc du genre. Donc ouais, ça a quand même cassé le truc et ça a été un élément déclencheur pour. Ah, bah. Mais les règles de l'air sont, enfin on disait ça, mais les règles de l'aérien sont pas mal écrites
sur le sang, quoi, entre guillemets. Il faut attendre des crashs. C'est une industrie qui est très réactive, qui n'est pas proactive. Il faut vraiment attendre que quelque chose arrive avant que les choses changent, généralement. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Bon, ben, ça va, c'est que là, ils ont quand même pris en compte. Il y a eu un incident parce qu'il n'y a pas eu de dégâts ou de morts. Et ça a quand même été pris en compte, quoi. C'est pas un truc, on dit, il est arrivé ça, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Et puis, ça arrivera plus. C'est ça. Absolument. Heureusement qu'il n'y a plus cette mentalité-là de dire, non, mais c'est bon, il n'y a pas eu de mort, bon, ben, c'est bien là. Même un chauffeur poids lourd ne fait que 10 heures max ou 9 heures de roulage. Les amis, je vous propose tout de suite qui est la dernière séquence de l'émission, à savoir la remise de gaz fort aux questions. Et je vois qu'il y a des questions qui commencent d'arriver, on va les traiter maintenant. Si vous avez des questions à poser à nos invités, n'hésitez pas à le faire, c'est maintenant, il nous reste une dizaine de minutes ensemble. Et on déclenche le jingle, fort aux questions, remise de gaz. C'est vrai que, comme dit Skyflyer, là, ça a failli être Tenerife à la puissance 10. Hein. Oui, largement. Et ça arrive de plus en plus en ce moment. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité aux États-Unis, il y a de plus en plus d'incursions de pistes d'avions qui. Je ne sais pas si c'est l'effet post-Covid qui fait ça, mais ouais. L'augmentation du trafic aussi, et les gens sont plus adaptés. Pourtant, c'est eux qui ont mis au point les hotspots. Là, sur les cartes, il y a des ronds rouges, ce qu'on appelle des hotspots. Oui, absolument. Et ça, c'est nouveau. Hein, Alors, il y a deux questions de deux acolytes qui se connaissent bien, Skyflyer et Free Flight. Alors, elles concernent le même sujet. Niveau contrainte médicale, est-ce que c'est plus souple ou plus sévère au Canada? Et même question de Free Flight qui nous dit le côté médical au Canada par rapport à ici. Dans mon... Alors... Ouais, j'allais dire, Jérôme, si vous m'avez commandé. Ouais. Alors, c'est plus facile d'avoir sa classe 1. Donc, la visite initiale est plus facile, je dirais. Il y a moins de... Ils vont moins chercher. Voilà. C'est plus facile. Après... Si quelque chose se passe, disons, c'est plus dur de la récupérer. D'accord. Oui. Ok. Alors qu'en Europe, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est plus dur de l'avoir initialement. Ils sont plus exigeants, mais ils vont être plus tolérants sur ce qui pourrait se passer après. Voilà. Ok. Ouais, ça mais l'initial, si vous n'avez pas de problème particulier qu'ils énumèrent dans la liste, il n'y a aucun souci. Ouais. De toute façon, c'est assez proche, on va dire, le contenu des deux. Je trouve l'initiale est quand même moins sévère que l'européenne. L'européenne, de mémoire, tu as quand même pas mal d'examens à faire. Ouais. L'initiale au Canada est assez souple. Mais comme Jérôme disait, si tu as des problèmes de santé qui sont assez significatifs, l'aspect administratif surtout peut être assez contraignant. Ouais. Après, c'est vrai. Mais c'est après, c'est disons plus tard. S'il se passe quelque chose, ça va être un peu plus dur, un peu plus long de récupérer ton médical. Mais l'initiale en elle-même est plus abordable, plus facile. Il y a moins de choses. Voilà. Après, je dirais le Canada, c'est peut-être un peu comme aux États-Unis. Oui. Moi, quand j'ai passé mon initiale classe 1 américaine, j'avais été chez un médecin à Paris qui était agréé. Et c'est vrai que j'avais l'impression de passer de visite médicale pour mon PPL français. Quoi. Oui, absolument. C'était voilà. Et puis. C'est plus facile. Ouais. Mais bon, après, je veux dire, comme je passe la classe 1 aussi à Paris, EASA, tu passes un moment à Paris, on te regarde les yeux, on te regarde le cœur, on te regarde... D'un autre côté, bon, c'est peut-être parce que je deviens vieux que je dis ça, ça fait un bon petit bilan de santé pour moi. Plus ou moins gratos, plus ou moins complet quand même, hein, parce qu'il y a les yeux, les oreilles... le cardiogramme et tout, quoi. Donc, bulletin de santé de Georges Brassens. Ouais. Je vous propose une petite vidéo pour finir. Yes. Bah oui, parce qu'en fait, j'en ai trop. Et Yacine là nous l'a commenté. Hop. Ouais. Voilà. Faut juste que j'arrive à l'incruster. Voilà. Ouais, on peut. Ça, c'était, je sais plus, en séquence GoPro que j'avais, qui était soit filmée par la GoPro, donc. Ouais. Tu en veux une autre, c'est ça? C'est fixé. Ouais, non. Je me disais, je sais pas si tu as l'email par hasard. J'ai voilà, celui-là. Bah, je peux montrer la plus récente pour pas parler que du Nord en fait, plus parler du. Est-ce que c'est celle-là? Ça c'est. Non, tu l'avais tout à l'heure. Je sais pas si tu l'as. Alors.
La deuxième? Non, on a fait ces deux-là, je crois. Ouais. Et plutôt tu l'avais, je crois. Celle-ci? Ouais, peut-être. Ouais, celle-là, exactement, ouais. Bah ça, c'était... On a pas mal parlé du Nord, Ah, on a voilà. pas parlé de... Donc là, tu es sur citation. là, C'est non quand j'étais sur citation, voilà. D'accord. Et c'était en gros pour montrer un peu tous les Mhm. vols qu'on puisse faire. La compagnie où je volais, on faisait énormément de vols dans toute l'Amérique du Nord. Mhm. J'ai volé 10 mois chez eux et en 10 mois, j'ai fait 130 destinations à peu près dans Ah ouais, l'Amérique du Nord. D'accord, ouais, Donc là, Grand Canyon par exemple. effectivement. ouais. Et voilà, c'est juste pour montrer qu'au Canada, bon, évidemment, on commence par le Nord, et le Nord, ça reste une grosse partie de la carrière qu'on Mhm. commence, Mhm. mais au fur et à mesure on avance, on fait des choses qui sont quand même différentes et qui aident pas mal pour la carrière, je trouve. D'accord. Donc, ouais. Et ta qualification, tu l'avais passée là-bas au Canada aussi? Non, aux États-Unis, à D'accord. Wichita, à Flight Safety. Ah oui, Ah oui, ils en font Wichita, beaucoup, c'est- c'est une grosse... Ouais, c'est une très grosse structure. C'est Cessna, hein? Donc, Ouais, ouais, ils font du Wichita. Cessna. ouais. Non, ouais, c'est ça. Donc, Ouais, ils font du caravane et tout, il y a plein de choses là-bas. Puis ça montre un peu la philosophie de vol. Par exemple, faire des approches visuelles aux États-Unis à côté des gros centres urbains comme Las Vegas, Los Angeles, bon, ça se fait sans problème. Alors qu'ici, ça serait inimaginable de faire une approche visuelle à Paris en passant par Ah oui, au-dessus de la Défense, par exemple, ou des trucs du genre. avec les riverains qui ont les... Ouais, ouais. donc ouais. Non, donc voilà. Ouais, ça, Ah, c'est un des beaux croisement. petits vols, hein. Ouais, croisement. Là, c'est le centre des États-Unis. Pareil. Là, c'est plus vers le sud, l'Arizona, le Nouveau-Mexique. Des images D'accord. magnifiques, hein. Ouais, ouais. Ouais. On se croirait presque dans l'espace, là même. Bah, l'avion vole à 45 000 pieds, ouais. Ah sans ouais, quand problème. même. Donc, Ouais, niveau 450, Mm. on est au-dessus du DR400, hein. ouais. Un petit peu. Ouais, non, donc il y a beaucoup de diversité, ouais. Ça, c'est en approche en Californie, à Palm Springs, c'est à Quelques côté de... petits croisements peut-être avec des F-18, des F-16, non? Au sol, ouais, mais en l'air, non, pas tellement, heureusement. Donc, Regarde, c'est très joli ça, mm, Ouais, c'est chouette. avec la bande de nuages là. mm, mm, Alors l'idée, c'est de trouver l'aéroport. Où est l'aéroport? mm. Bah, en face, c'est Toronto, justement. J'arrivais à Toronto, là, cette nuit-là. Encore Las Vegas. Ouais, au départ de Las Vegas. Bah, les Ouais, procédures on sont... voit le Ouais. terrain ici, Le là. terrain et le centre-ville juste à côté, ouais. Ah, c'est sûrement un des terrains les plus pas impressionnants, entre guillemets, parce que comme tu vois, le terrain est vraiment juste à côté de l'aéroport, la quoi. ville. Donc, enfin, de la ville, pardon. Donc ouais. Les montagnes pour faire du Comment ski. s'appelle la rue là, Ah, le Las désert de Vegas, là, Mojave. Le strip. Hein? Le strip, Ouais. J'ai ouais. vu, il y a un nom. Mhm. Ah bah tiens, regarde, c'est pas les montagnes qu'on voit dans Top Gun ça? Hein? Pas loin. Ils ont fait... Ah, ils ont été tournés là-bas? Ah, je sais pas, je sais peut-être. pas, Dans, ouais. dans le premier, là, les montagnes marron comme ça. là. Ouais. Donc ouais, croisement, ouais. Donc bon, du coup, 450, on passe souvent au-dessus des avions des avions en Les ligne. avions de ligne, ouais, ils sont en dessous. ouais. Le gros avantage, c'est qu'on passe au-dessus de la météo aussi. On passait souvent au-dessus des orages, évidemment, en été. Donc ça Il y a Eric qui est en train de tailler de fou. Il dit, je précise que Yacine se perdait souvent avec son HR200. Ah oui, mais C'est vrai. Eh non, mais ça tire à coups de Non, boulet mais rouge, là. C'est parce que c'est rien à voir avec, la citation. Si tu lui avais donné Ouais. la citation, il ne se serait pas perdu. C'est ça. Non, Déjà non, dès le départ. C'est beaucoup plus facile, citation. Non, ah ouais. Alors pour tous les deux, là, Jérôme et Yacine, hein, donc dans l'ensemble, finalement, aucun regret pour l'aventure personnellement, canadienne, Non, quoi. absolument pas, non. Personnellement, Hein dans mon cas. Pas du tout. Ok. Bon. Ah, c'est clair. C'est clair. Et Alors- Jérôme allait le chercher avec le DR400. Ah, d'accord. Donc c'est ça, en fait, la rencontre. c'est ça. C'est l'inspiradé, l'autre devait le chercher, ouais. Non, mais Jérôme, on volait on volait énormément ensemble à l'époque. À l'époque, c'était il y a quoi, 2012-2013 en gros. Oh, bah c'est hier. Ouais, à peu de choses près. Hier. Ouais, c'est ça. hier, ouais, 10 ans déjà, presque plus de 10 ans, donc ouais. Non, c'est bien de voir c'est plus ou moins suivi, quoi, donc ouais. Alors moi, j'ai une ça- question. Est-ce qu'un jour, vous allez revenir voler ici ou continuer une carrière ici? Ou alors vous dites non, moi là-bas, ciao. Bah, dans mon cas, c'est pas mon projet de revenir ici. Je suis confortable en Amérique du Nord et au Canada, donc je pense plus venir en France en vacances plus qu'autre chose, pour être honnête. Donc voilà. Ouais. Ok. Ouais. Et Jérôme? C'est une bonne question. Ouais. Pour moi, je ne sais pas. Peut-être un jour en Europe, je ne sais pas. Je sais pas. C'est difficile à dire. Ouais. Difficile à dire. Rien n'est impossible. Oui, bah, absolument. Et rien n'est impossible. Voilà. La vie est tellement dynamique que ouais, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc ouais, les options sont ouvertes, mais pour l'instant, dans mon cas, non. Ça serait, ouais, je suis Donc content. voilà, donc pour résumer, c'est le Canada, c'est une belle aventure. Mhm. Ouais. C'est une bonne formation. Oui. Hein, c'est une bonne formation, beaucoup d'expérience.
Ouais. Et pour ceux qui nous écoutent, les portes sont ouvertes apparemment aussi. Hein. Il y a une forte demande. Ouais. La boîte pilote. Et pour ceux qui ont peur de l'anglais, il y a la partie québécoise. Ouais, absolument. Où là, vous pourrez parler français. Et puis aussi en même temps, parce que c'est pas loin, du coup, parfaire l'anglais. Absolument. Ouais. Parce que c'est vrai que du Québec, vous pouvez voler au Canada où ça parle anglais, à la radio. Et aux États-Unis. Ouais, absolument. Vous faites des visios avec Yacine et Jérôme. Comme ça, vous apprendrez à parler anglais. Ouais, c'est ça, ouais. Il peut être pas mal. Les cours à distance. Bonne question de Free Flight, encore une fois. Les Robins ne leur manquent pas? Si, moi, de temps en temps, absolument. Ouais. J'aime bien l'aviation légère, de temps en temps. C'est pilotage pur, quoi. Ouais. Moi, par exemple... Quand je suis arrivé sur Jet, j'essayais toujours de voler à la main un maximum, mais c'est vrai que l'aspect pilotage pur me manque pas mal souvent. Donc, et tu continues là en ce moment chez Air Transat, j'ai pas commencé encore, mais je sais que de ce que j'ai compris, la compagnie encourage beaucoup le vol manuel en tout cas. Et tu volerais sur Cessna J'ai un très bon ami à moi qui est un de mes anciens élèves justement, avec qui je suis resté en contact, qui a son avion et son avion est sur ski et sur roue et il a aussi un hydravion, donc de temps en temps. Je pars le voir et il suffira de passer par le Groenland pour redescendre. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ok, très bien. Il ne sera pas en chair de sang, donc du coup il ne va pas se perdre. Ça va pas se perdre, non. Il n'y a pas de risque. Les copains, allez, on va laisser encore 2 minutes si vous avez une dernière question ou une intervention à faire. Est-ce que l'émission de ce soir vous a plu? Est-ce que vous avez eu vos réponses? Dites-le nous dans le chat. On a eu Fred qui nous dit magnifique, c'est une formidable aventure enrichissante à tous les points de vue. Un grand bravo à vous deux. Ouais. Merci. Voilà. Alors, est-ce que c'est encore possible pour les vieux? Parce que finalement, je me pose la question. Il n'y a pas d'âge limite pour voler là-bas. Ah, tu vois. Donc, tu peux toujours. Le seul âge limite, c'est pour certaines compagnies qui imposent à 65 ans. Mais si juste le pilotage de brousse, disons, vous intéresse, il n'y a pas de limite d'âge. Ouais. Je vais me raser, ça fera jeune. Donc officiellement, non. D'accord. Il y a Jurden qui nous dit merci beaucoup pour votre intervention rafraîchissante. C'est le mot. Et venant d'un Suisse en plus. Je les imagine tous en doudoune, là, et puis la chapka, là. Ouais, c'était hyper intéressant. Jérôme, Nico va venir te voir sur Winnipeg. Allez, Winnipeg. Mais j'y connais du monde au Canada, j'ai des amis. Hein, Ok. Mais c'est vrai que j'ai toujours été plus ou moins intéressé par l'Amérique du Nord, quoi. Donc je connais les États-Unis, la Floride, mais c'est vrai que le Canada, ça m'avait grandement intéressé aussi. Ouais. C'est justement ce côté aventure. Ouais. Écoute, voilà. Ok, écoutez messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à la zone aéro. Ouais. Merci Jérôme. Alors, avant de nous quitter, hop, on va rebasculer sur l'antenne principale. On incruste. Si, Jérôme, il est là aussi. Voilà, avant de nous quitter, 2-3 petites infos, à savoir donc que l'émission de ce soir est enregistrée, donc sera en replay dans quelques instants, d'ici une dizaine de minutes, sur la chaîne de la zone aéro en replay pendant 14 jours. Au-delà des 14 jours, c'est sur la chaîne YouTube que ça se passe. Voici le lien qui apparaît dans le chat. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube aussi pour pouvoir suivre les replays de toutes les émissions, dont celle de Rémi Michelin la semaine dernière. Que vous dire de plus que vous avez également le Discord qui est à votre disposition. Si d'ailleurs, messieurs, vous voulez poster des photos de vos vols ou des vidéos, n'hésitez pas à le faire. On a la rubrique souvenirs de vol sur le Discord et il y a plein de gens, il y a Eric, il y a plein de gens qui postent des photos dessus. Donc n'hésitez pas, elle est ouverte. Ouais. Et puis tout le monde s'évade par cette rubrique-là. Donc c'est sur le Discord, vous cliquez, vous nous rejoignez et on poursuit le débat pendant toute la semaine. Au niveau du programme, 3 petites dates à retenir. Donc on l'a dit tout à l'heure, la semaine prochaine, on va parler altimétrie, histoire de l'altimétrie, altimètre et les fameux calages altimétriques, à quoi ça sert. C'est la semaine prochaine. Le 29, Maxime Garcia, Spotter, une émission consacrée à la photo d'avion avec les spotters et puis toute la communauté aussi des spotters, présentée par Maxime. Et enfin, la première date du mois d'avril, ce sera le 5 et on recevra quelqu'un qu'on connaît bien ici, puisqu'il s'agit de Mathieu, qui est instructeur à l'ENAC et on parlera avec lui de l'instruction à l'ENAC. Mathieu,
voilà, On ancien connaît collègue, très bien, ouais. et qui viendra aussi ici pour nous parler un petit peu de tout ça. Ah bah, Voilà. ça va faire plaisir de le revoir. tiens. Exactement. Le programme du mois d'avril est verrouillé, le programme du mois de mai est verrouillé. On va vous le poster très bientôt et en priorité sur le Discord. Donc n'hésitez pas, le Discord, les réseaux sociaux, on communique là-dessus et voilà. Dans quelques instants, on vous propose de vous emmener en raid sur une chaîne qui s'appelle MSF Official, qui fait donc du flight sim. On va aller voir un petit peu ce que c'est. Donc restez connectés raid. le temps de, Enfin, raid sur un autre- sur une autre chaîne. du générique. Merci à vous de votre participation. Encore merci à nos invités de ce soir, beaucoup. c'était cool. Merci encore. Et si vous voulez poursuivre le débat aussi sur Discord, s'ils viennent sur Discord, vous pouvez aussi venir poser vos questions en dehors de l'émission. Hein. Très bien. Le débat ne s'arrête pas là. Voilà. C'est la chaîne officielle de Flight Sim. Et ben voilà, Ah. très bien, on va les voir. Rendez-vous la semaine prochaine, 20h30, même heure, même endroit, même fréquence, sur la zone aéro. D'ici là, portez-vous bien, fly safe pour ceux qui volent, et très bonne fin de soirée à toutes et tous. Bonsoir à tous. Ciao, bye bye. À bientôt. Zone aéro